c'est moi, Anne de Anne le chat. Je suis comme d'habitude très contente de venir vous retrouver. Ça fait un bon mois qu'on ne s'est vu. Et je viens vous montrer tout ce que j'ai pu réaliser en couture. Un peu d'accessoires couture aujourd'hui et également un peu de tricot. Ça fait longtemps. Voilà, donc... et oui, et ça fait quand même plus d'un mois que je ne suis pas venue, c'était faute de temps, hein, tout simplement, faute de temps. Et puis quand j'avais un petit peu le temps, il y avait tout le temps quelqu'un à la maison. Moi j'aime bien filmer quand je suis toute seule dans ma maison, voilà, et sans déranger personne et sans que personne ne me dérange. Et puis voilà, donc aujourd'hui c'était ma fenêtre de tir pour pouvoir le faire. On est mercredi matin, il est à peu près 10 h, ce qui explique que la lumière est vraiment très bof bof. Il fait pas beau du tout, j'ai sorti ma petite ring light de toute façon que j'ai quasiment tout le temps, mais là j'ai dû mettre en plus ma lumière du plafond. J'espère que ça passera sans problème à la vidéo, et puis voilà. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo qui était consacrée à la maille. Vous avez bien aimé ce petit format. Alors c'était pas vraiment un format hors série, mais c'était un format de podcast couture, hein, mais sur lesquels il n'y avait que des coutures en maille, avec dans lequel je mettais aussi quelques petites astuces voilà, d'expérience couture que j'avais. Apparemment ça vous a beaucoup plu, donc en tout cas merci. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés depuis, donc je dis évidemment bienvenue à toutes celles et ceux qui m'ont rejoint sur ces derniers temps. On est plus de 3300 sur cette chaîne, c'est juste un truc de fou à venir écouter mes petits papotages. En tout cas je vous remercie évidemment pour les nouvelles, et puis également évidemment pour les anciennes. Et puis écoutez, c'est parti. Alors aujourd'hui en couture, je vous aurais mis ici le temps auquel je veux, enfin quand est-ce que je vous parlerai de mes réalisations plutôt tricot. Mais sinon, donc côté couture, j'ai pas chômé pour autant puisque j'ai quand même fait 3 jupes, un pantalon, une chemise, une robe. Évidemment, il y a certains modèles qui sont des modèles que j'ai déjà réalisés par le passé. J'en parlerai un petit peu plus rapidement et je resterai un peu plus longuement sur les modèles nouveaux sur lesquels je me suis penchée. Voilà, j'allais oublier, mais ce que je porte aujourd'hui, je vous montre. Hop, voilà, il s'agit d'une robe pull, ou une robe tout simplement en maille, justement, voilà, qui est un modèle de Elsa de Urban Ferry. Et figurez-vous que je ne sais plus quel est le modèle, donc je vais vous le mettre comme d'habitude ici. Je ne sais plus si c'est Lucille, Colombe, je crois que c'est Colombe. Et j'aime beaucoup, parce que franchement, elle fit super bien, voilà. Elle est moulante mais pas trop. Et j'aime beaucoup le décolleté. Je crois pas avoir changé grand chose au modèle initial. Et c'était fait dans une sorte de maille qui était plutôt un peu comme du Jersey Milano en fait. Mais elle est vraiment très bien. Je suis très contente de la retrouver là sur cette saison. Voilà, pas trop chaude encore pour cette saison. Mais vraiment idéale avec le temps qu'on a, en tout cas aujourd'hui. Alors on y va. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter, donc c'est un peu dans l'ordre chronologique de ce que j'ai fait. Donc là c'est une jupe longue dont je vais vous parler très rapidement puisqu'il s'agit de ma deuxième réalisation, c'est la jupe bohème que je vous mettrai ici, si je trouve un schéma technique ou un dessin technique, puisqu'il s'agit en fait d'un modèle de un chat sur un fil qui était un modèle gratuit, qui est toujours un modèle gratuit, dont le tuto sur mesure est laissé sur leur chaîne YouTube, donc pour pouvoir le réaliser vraiment à vos dimensions. Je crois que vous prenez vos dimensions de votre taille et puis donc on vous donne en fait la règle mathématique pour réaliser les 3 panneaux que vous devez assembler les uns aux autres. Donc moi, je l'ai réalisé voilà, dans cette belle viscose églantine et Zoé.
Donc c'est un sergé de viscose, voilà, qui est vraiment très beau, assez lourd. J'en avais un coupon d'1,50 m et donc moi pour mon 1,65 m, de toute façon cette jupe longue je la passe dans 1,40 m. Sachant qu'en plus il me reste des chutes, puisqu'en fait ce sont des rectangles que l'on assemble, et donc les premiers rectangles qui sont ceux de la taille sont forcément un peu plus courts, donc j'ai même un petit reste pour pouvoir faire une petite pochette ou quelque chose comme ça. Donc jupe longue qui arrive, je vous mettrai une photo tout de suite là pour vous montrer où est-ce qu'elle m'arrive, mais que je peux porter avec des bottes en dessous, c'est parfait, avec donc évidemment sa taille élastique qui lui donne tout son confort. Et moi, évidemment le plus long ce serait de faire les fronces, mais je crois que je vous l'ai déjà indiqué. Moi je les réalise avec ma surjeteuse, je mets le différentiel sur 2, non, je l'ai mis sur 1,8 cette fois-ci. Et en fait, ce que j'ai fait pour une fois, c'est que j'ai bien coupé en fait les deux rectangles du haut, donc devant et derrière, à la dimension qui était préconisée. Mais en revanche, pour les deux suivants, au lieu de les couper, j'ai mis une sorte de fil à bâtir sur l'endroit où normalement ça devait être coupé. Je ne l'ai pas coupé, ce qui fait que je l'ai passé en fait à ma surjeteuse avec le différentiel 1,8 et mon pied fronceur spécial Baby Lock. Et comme ça m'a permis de me donner une sorte de jauge avec mon fil à fil à bâtir, oui, fil à bâtir, je sais plus, fil à bâtir, qui me donnait le repère en fait normalement où les deux tissus devaient coïncider, mais en me disant que si jamais ça arrivait plus avant ou après, que c'était pas très grave puisque je n'avais pas coupé mon tissu. Et donc une fois, en fait, ça arrivait pile au bon endroit, et en fait c'est seulement après que j'ai recoupé l'excédent de tissu. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais j'ai fait pareil donc pour ce pan là, et j'ai fait pareil pour ce pan là. Et donc vous voyez, je l'espère, voilà, que mes fronces sont très très régulières. Voilà, et évidemment faites en presque 2 temps 3 mouvements. Donc ça enlève toute la difficulté de voir des fils de fronce, de les faire régulières, etc., etc. et de prendre beaucoup de temps. Une petite étiquette pour savoir quelle est, alors pas tellement le devant du derrière parce que c'est exactement le même, mais ça me permet au moins de ne pas avoir à regarder où se trouvent voilà, mes côtés avec mes coutures de côté. Donc voilà, et alors juste une autre petite chose, je sais que j'aurai pas le temps de faire le montage ici demain, mais en ce moment chez Mondial Tissu, il y a les jeudis privilèges, je crois, qui sont à moins 20%. Et moi en fait, ce coupon, je l'avais acheté l'an dernier lors de ces promotions, ce qui fait que ce métrage en fait de Églantine et Zoé, je sais plus, normalement qui doit être sur du 21 ou du 23 € du mètre, bah, je l'avais eu à moins 20%, et je sais que c'est... enfin, il y a encore des tissus Églantine et Zoé sur le site Mondial Tissu, sur leur site internet. Alors, pas forcément ceux de la dernière collection, mais peut-être que celui-là, vous pourrez le retrouver. Et donc, je sais qu'il y a encore un moins 20%, je crois, demain. Mais peut-être qu'il y en a encore, je crois, sur le mois de décembre. À vérifier. Voilà. Donc on va passer à la deuxième. Et on va revenir. Alors là, je vais le faire sans indication sur mon carnet, parce que j'ai changé de carnet. Et que je vais vous montrer une robe que j'ai faite il y a quand même assez longtemps. En fait, c'est une robe Dresde du livre Dresde, que j'ai faite avec un tissu que j'avais acheté chez Quartier des Tissus à Chambray. Et je sais pas ce qui m'a pris, c'est que je l'ai cousu en fait au mois de juillet. Donc vous allez me dire c'est normal de coudre une robe Dresde au mois de juillet. Sauf que là en fait j'avais choisi un tissu qui était quand même un tissu
et dans les couleurs et au niveau d'ailleurs de l'épaisseur qui était quand même pas du tout approprié aux températures qu'on a eues après. Donc je vous montre ma robe Dresde. Donc il s'agit en fait d'un coton de la marque Poppy, je crois. J'aime beaucoup Poppy, j'aime beaucoup leur coton, j'aime beaucoup aussi leur jersey de coton qui sont toujours de très belles factures avec des jolis motifs et puis je trouve qu'ils sont de belle qualité. Et quand vous regardez, enfin effectivement, moi je trouve qu'il fait quand même beaucoup plus adapté aux couleurs, en tout cas que j'aurais envie de mettre maintenant, par exemple avec un collant, des bottes. On est vraiment dans des, voilà, des couleurs, je trouve, hein, vous me direz, mais qui se prêtent tout à fait à ce qu'on peut mettre maintenant. Et surtout, en fait, c'est que c'est un coton. Alors, c'est un coton avec une sorte de toucher peau de pêche sur le dessus. Et il est quand même assez lourd. Alors, c'est vrai, quand on l'achète en magasin, il n'y a pas toujours le poids du tissu. Mais là, je sais pas, il doit être... alors, c'est sûr qu'il n'est pas sur du 100-120 grammes par mètre carré. Pour moi, il est au moins sur du 170-180. Donc, il est lourd. Et donc, c'est très bien parce que finalement, il froisse peu. Regardez, il est sur ma pile des choses que je devais vous montrer depuis pas mal de temps. Et c'est un tissu qui n'a pas du tout froissé. Donc, c'est bien agréable. Et donc là, pour une fois, j'ai fait cette... ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette robe Dresde. Et je suis restée à peu près sur les mêmes préconisations que sur le livre. D'ailleurs, j'ai un fil à couper. Et y compris au niveau de l'encolure bateau, pour une fois, je ne l'ai pas creusé. Et je l'ai faite telle qu'elle. Donc, encolure bateau. J'ai respecté donc les manches tombantes avec le petit rabat qu'on a ici. Voilà, donc c'est une manche rabattue. Ok, donc là, je me dis, tiens, même pourquoi pas le mettre avec un tout petit soupule très très léger en dessous. Ou un gilet. J'ai fait donc là, par contre, je sais pas si c'est pas prévu. J'ai rajouté en fait une coulisse pour pouvoir y insérer un petit élastique rond pour la resserrer. Alors, je vous montre juste comment elle est de l'autre côté. Mais bon, vous la connaissez, la robe Dresde. Hein. Voilà, donc c'est... je vous disais, j'ai rabattu, en fait, j'ai dû, oui, j'ai fait comme l'autre fois, j'avais dû augmenter la taille du buste de 1 ou 2 cm pour me permettre d'avoir un petit peu plus de dimension ici, qui me permettent justement de pouvoir rabattre sur 1 cm et faire ici quelque chose de, voilà, de plus joli pour insérer en fait mon élastique plat. C'est pas un élastique plat, mon élastique rond. Voilà, de telle manière que ça ne gêne pas ici quand je le porte, ce qui est souvent le cas quand j'insère directement en fait un élastique plat, cette fois-ci avec par exemple la surjeteuse en tirant, mais l'élastique me gêne. Voilà, j'ai fait un double rentré, tout simple. Et avec un petit gilet noir comme le petit gilet rosa que j'ai, je pense qu'elle ira très bien. Bon, en tout cas, je vous aurais montré ici une ou deux photos voilà, de tenues portées, enfin de celles que j'ai fait, je ne me rappelle même plus avec quoi j'ai pris les photos, donc je le redécouvrirai ici au montage. Donc voilà pour la deuxième cousette que je voulais vous montrer. On va rester dans les jupes robes et je vais passer de nouveau, ça fera voilà la suite, à une troisième cousette qui est encore une fois une cousette que j'ai l'habitude de faire et qui vient, vous l'aurez peut-être deviné comme d'habitude, de mon petit tuto pour faire une jupe taille élastique que j'arrive à placer dans 50 cm de tissu. Donc je connais par cœur, c'est ma vidéo numéro 32. Voilà, et cette fois-ci, j'ai décidé de la faire dans ce sublissime tissu de chez Atelier Brunette. Je l'adore ce tissu. Vous voyez un petit peu ici la texture. C'est à mi-chemin entre de la viscose et du crêpe.
Et c'est génial, c'est un tissu qui froisse quasiment pas. Et elle est vraiment super jolie. En plus j'aime beaucoup, je suis très vert. Je dois être un peu influencée par tout ce qu'on voit actuellement. Mais là entre le vert, la couleur un petit peu là orangée, je trouve que ce tissu est vraiment superbe. Et donc ça va, j'ai beaucoup de choses qui peuvent aller avec, à commencer par le petit top plantain que je vous ai montré le mois dernier. Et d'ailleurs en photo je vous l'ai montré avec cette petite jupe. Donc encore une fois, juste pour vous montrer rapidement cette fois-ci, voilà, je l'ai faite avec les explications que je donnais pour pouvoir la doubler. Donc comme vous voyez, je fais un léger décalage ici pour qu'on ne voit pas la doublure ici. Et c'est une petite version qui est réalisée intégralement en, je vais y arriver, en couture anglaise. Je vous montre ici. Comme ça, il n'y a rien qui s'effiloche. Ça, c'est en couture anglaise. Et même la doublure est en couture anglaise. Pour la doublure, j'ai juste fait un surjet simple. En revanche, un double rentré ici pour ma petite jupe. Et donc, c'est une petite jupe que j'adore porter. Alors maintenant, soit toute seule ou soit aussi avec une ceinture. Je trouve que ça donne un super effet. Et donc la raison pour laquelle je vous reparle de cette énième jupe taille élastique, c'est que là j'ai une bonne raison parce que j'ai décidé de m'orienter vers un autre patron de jupe taille élastique. Alors cette fois-ci qui va utiliser un peu plus de métrage, mais qui va utiliser 1 mètre de tissu pour les réaliser. Et donc ça va me permettre de pouvoir vous faire un petit comparatif entre les deux. Alors, je prends mes petites notes. Voilà. Et donc, la jupe dont je veux vous parler, il s'agit de la jupe que j'ai en format PDF. Donc, je vais vous le mettre ici. C'est la jupe Bonjour de Atelier Scamit. Et comme je l'ai réalisée la semaine dernière, ce sera un peu plus frais dans ma tête et je vais pouvoir vous en parler. Alors cette jupe Bonjour, donc elle existe en PDF de la taille 34 à la taille 48. Comme d'habitude, les PDF doivent être autour de 10 € chez Atelier Scamit. Et donc moi je l'ai réalisé celle-ci en prenant la taille 42, en sachant que j'aurais pu prendre un 40, mais en fait j'aimais bien, même si j'ai pas des hanches fortes, mais je voulais m'assurer qu'elle ait la fluidité au niveau des hanches, etc. et du tombé. Alors, cette petite jupe que je vous montre ici, elle a la différence évidemment avec la mienne où il s'agit d'un simple rectangle que j'utilise en fait sur la laise totale du tissu. Ici, c'est une jupe sur laquelle on va tracer plutôt des trapèzes. Donc on a une forme qui va être beaucoup plus évasée. Et donc le fait que ce soit des trapèzes fait qu'il y a une partie du tissu qui va finir par être un peu plus dans le biais. Et donc qui va lui donner finalement un tombé qui est plus joli. Je dois l'admettre, peut-être en fonction, et je crois, alors surtout en regardant les explications qui sont données au niveau des tissus qui sont utilisables par Johanna, c'est qu'on peut le faire dans de la viscose. Moi je peux utiliser que des tissus qui sont relativement fins pour faire ma petite jupe taille élastique, parce qu'on a quand même toute la laise qui est concentrée en fait en termes au niveau de la taille et au niveau du fronçage par l'élastique. Alors que là, c'est pas du tout le cas. On a quelque chose qui va être comme ça, ce qui fait qu'au niveau de la taille, on aura moins de tissu qui sera pris dans l'élastique. Et le fait que ce soit une forme évasée va lui conférer en fait quelque chose, comme je vous le disais, qui va être un peu plus dans le biais. Donc du coup, le tissu, quand il est dans le biais, il a un drapé qui va être plus intéressant à travailler. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Alors du coup, automatiquement au niveau de la forme trapèze qui va arriver au niveau du genou, au-dessus du genou, ça va être supérieur cette fois-ci à la laise du tissu.
ou la demi-laisse du tissu plutôt. Enfin en tout cas ce qui explique qu'on ne peut pas mettre du tout en fait les deux pièces dans la même... voilà, sur la même longueur du tissu, et on est obligé en fait d'avoir comme si on avait 50 cm du tissu qui était exploité pour faire un demi de la jupe et 50 cm du tissu qui est utilisable pour l'arrière du tissu. Alors les deux pièces devant derrière sont rigoureusement les mêmes. Je vous montre tout de suite et enfin ma réalisation. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en ce moment, je suis en train de me faire plaisir sur les tissus que j'utilise. Enfin, j'utilise des tissus qui sont un petit peu mes précieux, qui sont des tissus qui forcément coûtent un petit peu plus cher. Mais là, quand on les utilise sur 50 cm ou 1 mètre, ben, on se retrouve ici avec une petite jupe qui doit être sur du 21-22 € le mètre. Donc là j'ai une petite jupette à 22 € le mètre et elle est juste magnifique. Je me sens vraiment jolie dedans. Elle tombe super bien. Le tissu, encore une fois, c'est un atelier brunette. Il a ici en fait un tombé qui est super. Il est complètement opaque. D'ailleurs regardez l'intérieur. Et là cette fois-ci, celle-ci absolument pas doublée. Donc vous voyez absolument rien. Il n'a aucune transparence et ce tissu est juste une merveille. Il s'agit du Alma River. Il s'agit du Alma River de Atelier Brunette, voilà, que moi j'avais acheté chez Rascol. Donc voilà, donc je vous laisse revoir un petit peu cette jupe. On voit donc effectivement la taille élastique ici avec un élastique qui doit être de 3,5 ou 4 cm de hauteur. Et on voit bien ce que je vous disais, c'est-à-dire le fait... Voilà. Voilà, qu'on a ici cette forme complètement évasée. Donc même là, si j'essaie de vous montrer en tirant à l'extrême, voilà, la ceinture, vous voyez que quand je tire, on ne retrouve pas du tout cette forme rectangulaire dont je vous parlais tout à l'heure pour l'autre jupe, et qu'on voit ici bah, naturellement se former en fait les plis sur le bas de cette petite jupe, puisque tout simplement elle est taillée, alors non pas dans le biais, mais elle est taillée tout simplement en forme trapèze. Alors si ce n'était que ça, ce serait assez facile, je vous dirais à ne pas acheter le patron et à se faire en fait une sorte de patron maison, hein. Mais le patron de cette jupe Bonjour qui, alors là je vous dis, vous n'allez pas manquer d'en voir d'autres sur cette chaîne, a une autre particularité. Comme d'habitude, bah, en fait c'est du atelier Scamit et donc il y a forcément des petits trucs pour y mettre des touches qu'on ne trouve pas ailleurs. Et là, la touche qu'on ne trouve pas ailleurs, vous ne la voyez quasiment pas ici, mais elle est là. Et vous voyez à peine les ouvertures de poche. Voilà, qui sont des poches bien profondes. C'est ce que j'aime aussi chez Johanna. C'est que souvent là, en l'occurrence, elle a ces détails qui sont bien pensés. Et donc, elle nous explique tout pour faire ces poches qui sont quasiment invisibles de l'extérieur. Et surtout, c'est qu'en fait, c'est une technique pour pouvoir monter des poches tout en gardant ses coutures anglaises qui font un petit peu sa marque de fabrique, c'est sa signature. Et donc elle nous l'explique. Donc voilà, je vous montre tout de suite donc l'intérieur de cette jupe avec les poches qui sont prises ici. En plus au niveau de la ceinture, donc il ne risque pas de balloter. Donc elle nous préconise de pouvoir aussi les faire dans un autre tissu plus léger. Si vous utilisez ici un tissu plus lourd, moi la raison pour laquelle je l'ai fait aussi dans un autre tissu ici, c'est que tout simplement en fait ça permet aussi d'économiser du tissu. Donc là je crois que normalement, pardon, elle nous demande de le faire dans 1,10 m de tissu. Moi ça a dû passer dans 1 m, voire peut-être même 90 cm. Parce que je fais 1,65 m et la stature prévue est 1,70 m. Donc magnifique. Alors c'est 90% du temps passé sur cette jupe, c'est le montage de ses poches. Il faut tout suivre sur son petit livret d'explication ou encore évidemment comme d'habitude sur sa vidéo YouTube. D'ailleurs comme elle est en accès libre, vous pouvez très bien regarder comment monter des poches
sur le côté avec des coutures anglaises, puisque ça peut être réadapté sur une jupe, un autre type de jupe. Et si vous regardez, donc on voit en fait ici un trait, c'est parce qu'en fait il y a l'entrée de poche qui est prévue pour être dans le tissu initial, pour que si on met sa main dans sa poche, eh bien qu'on puisse voir le même tissu que celui qu'on a pour la jupe, et que c'est l'autre partie ici qui peut être prévue pour être fait dans un autre tissu. Oui, donc moi c'est pas tout à fait ce que j'avais fait, mais c'est pas grave, hein, voilà. Donc là j'ai bien le tissu d'entrée de poche ici, voilà, qui est fait dans le... Si, c'est ce que j'ai fait, voilà, qui est fait dans le tissu de la jupe. Et vous voyez que j'ai utilisé un autre petit tissu qui est quasiment dans les mêmes couleurs pour faire l'autre côté. Et c'est pareil pour les deux côtés de la poche. Donc en fait on a d'abord à faire ces systèmes de poche avec les entrées de poche à monter avec les poches. Voilà. Et puis on a surtout un système de montage très astucieux pour pouvoir faire ensuite sa couture anglaise. Donc encore une fois, allez voir sa vidéo, ce sera beaucoup plus parlant. Donc il y a un système de crantage à faire à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est super de super. Ah oui, juste une autre petite chose. Donc tout à l'heure, moi je vous disais que ma propre petite jupe, je devais la faire dans une viscose assez fine. Là, y compris sur sa vidéo YouTube, en fait, Johanna, elle fait sa petite jupe dans une sorte de toile de jean fin. Et donc en fait, les tissus préconisés peuvent être des tissus fins à moyens en termes d'épaisseur. Donc ça change aussi tout. Sur les possibilités multiples qu'on peut faire sur cette jupe Bonjour. Voilà, donc je suis ravie de cette petite jupe. Elle m'a valu pas mal de compliments. Et donc j'ai fait un petit aller-retour express, oh pas express d'ailleurs, un petit aller-retour dimanche au salon CSF avec ma copine de couture. Et donc on a eu la joie aussi de parler assez longuement avec Johanna, qui est vraiment en plus une personne alors, discrète, d'ailleurs assez discrète sur les réseaux sociaux, mais vraiment super gentille, charmante. Voilà, moi c'est le genre de personnalité que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc je lui ai montré, je l'avais donc sur le stand, donc et elle m'a dit d'ailleurs que cette jupe, en fait, on peut tout à fait, tout simplement la prolonger pour en faire une jupe longue. Et donc je pense qu'effectivement ça contribuerait à lui faire aussi un joli drapé. Et donc je n'ai pas oublié l'idée, donc je pense que je la mettrai aussi à profit une prochaine fois. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite jupe Bonjour de Atelier Scamit, qui vaut de la retrouver. Je crois qu'elle est sortie en 2018 ou 2019, mais n'hésitez pas donc à aller retrouver cette petite pépite de jupe. Je l'ai raccourci, moi, un tout petit peu. Ah oui, parce que moi, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas mis, il y a une sorte de parmenture normalement à mettre pour finir la jupe. Moi, j'ai juste fait en fait un double rentré. Et donc, c'est ce qui explique aussi que, donc moi, j'ai coupé directement mon patron papier pour enlever comme si c'était l'équivalent en fait de la parmenture pour arriver à mon 1,65 m. Donc ce qui a contribué à me la faire passer dans moins d'1 mètre de tissu. Une autre petite chose que j'ai fait, elle préconise de faire des surpiqûres ici au niveau de ses poches et des entrées de poche. Moi j'ai fait des sous-piqûres pour empêcher le tissu intérieur de rebiquer. Je l'ai fait que d'un côté d'ailleurs. C'était un oubli ou nécessaire, je sais pas. Non, c'était suffisant. Voilà, en tout cas, c'était pour éviter que ça ne ressorte. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. La ceinture, ah oui, elle préconisait de la coudre d'abord en vert et de la rabattre sur l'endroit. Moi, je fais le contraire, puisque je trouve ça toujours plus net. Et ensuite j'ai bien fait attention à épingler un petit peu partout et surtout à beaucoup repasser, et ça m'a permis d'avoir quelque chose de nickel
Voilà, devant et derrière, on laisse après une ouverture pour glisser l'élastique. Et, ah oui, une autre chose aussi que je voulais vous dire, et là qui me semble être plutôt que d'une habitude de couture, quelque chose qui serait utile à faire si vous voulez le faire, c'est qu'en fait ici, quand on fait le montage, on doit, avant de poser la ceinture, qui est une ceinture rapportée, on doit avoir ce tissu là et mettre les poches. Et donc le système ici de poche où on a une couture anglaise et pas mal d'épaisseur de poche fait que moi ici avant de coudre et de rapporter la ceinture, j'ai dégarni ici l'angle pour éviter d'avoir trop d'épaisseur, et ça me semble même nécessaire pour éviter d'avoir un gros boudin ici au toucher. Là je l'ai dégarni, j'ai déjà pas mal d'épaisseur, mais donc faites-le, ça va améliorer votre couture, votre passage en fait à la machine à coudre, et ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu moins raide ici à ce niveau là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette jupe bonjour, que vous reverrez, j'en suis sûre, bientôt sur ma chaîne dans d'autres tissus. Alors on revient cette fois-ci pour une réalisation pantalon, et il s'agit encore d'une réalisation que j'ai déjà faite, hein, donc un patron qui est bien amorti, et quel plaisir quand on a le patron qui est déjà décalqué. C'est que du bonheur parce qu'on est que sur le découpage du tissu et la couture. Donc là cette fois-ci en termes de pantalon, alors je vais vous parler du Basic Six de la Jolie Girafe. Donc je vais vous mettre ici aussi donc le dessin technique. Donc c'est un pantalon que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai réalisé déjà dans une version qui était à Vichy noir et blanc, qui était de la bengaline. Je reviens du boulot, etc., que je suis un petit peu engoncée dans mes vêtements en fin de journée. Je vous avoue que j'enfile mon Basic Six et que du coup il commence à l'usage à boulocher un tout petit peu en dessous au niveau de l'entrejambe. Voilà, donc moi je vous l'avais dit, je l'avais réalisé dans une bengaline que j'avais mis dans le sens contraire pour profiter complètement d'élasticité. Alors il y a une condition sine qua non pour réaliser ce pantalon, c'est qu'il faut le réaliser dans un tissu stretch, pas de la maille, hein, mais un tissu stretch, et il faut que ce soit un tissu stretch qui soit entre 20 et 25% d'élasticité, donc c'est quand même assez précis. Donc il faut qu'il y en ait un petit peu forcément pour pouvoir passer, l'enfiler comme ça et passer les hanches. Mais il faut qu'il n'y en ait pas trop pour pas que ce soit un tissu, enfin un pantalon qui soit complètement avachi et qui se détende trop. Donc il faut que ce soit un juste milieu. Donc je rappelle, 20% d'élasticité, c'est que vous avez 10 cm de tissu. Et si vous voulez tirer au maximum sur une règle, vous arrivez de 10 cm, vous arrivez à 12 cm. Ça vous donne plus de, donc 20% d'élasticité au niveau de votre tissu. Donc, comme j'avais un petit peu envie de changer et de pas toujours avoir le même pantalon sur les fesses tous les soirs, je suis partie à la recherche de ce que je pouvais utiliser, alors tout d'abord dans mon stock, pour pouvoir me réaliser un nouveau pantalon Basic Six, et je suis tombée sur ce polyviscose que vous reconnaîtrez peut-être si vous suivez mes podcasts, qu'il s'agit d'une polyviscose qui vient de RL Tissu. Alors je vous montre, voilà, il a une armure un peu sergée, oui ou non? Non, même pas, je dis des bêtises. Donc c'est une viscose, mais sur lequel effectivement il y a un fil qui est tissé. Alors c'est bien parce qu'il est... enfin bon, voilà, il risque pas de s'user parce qu'il est effectivement tissé recto verso, enfin... Il est pris dans le tissu, et donc c'est un tissu dans lequel j'ai déjà réalisé à 2 reprises en fait un pantalon Dresde pour mon fils. Et mon fils, ce sont ses pantalons fétiches dans lesquels il est hyper bien, puisque en fait c'est simple, ils sont à chaque machine
que je fais, donc au moins 2 fois par semaine. J'ai ces pantalons Dressed dans la machine à laver et donc je peux en voir l'usure et il n'y en a strictement aucune, que ce soit au niveau de la couleur ou au niveau, cette fois-ci, de l'usure avec des bouloches. Il n'y en a absolument pas, alors que ça doit faire au moins un an et demi que je lui ai fait ces pantalons, donc ils ne bougent pas. Y compris au niveau de toutes les coutures. C'est un tissu magique. Alors c'est un tissu magique dont je vous avais dit au départ qu'il faut juste faire attention. Alors je ne sais pas si j'étais tombée sur un mauvais lot au niveau de la teinture, mais si vous l'achetez, parce que je crois que ça fait partie du fond de collection de chez RL Tissu, faut faire attention à le laver tout de suite et tout seul, et de le laver une fois ou 2 fois, parce qu'en fait moi c'est un tissu qui a beaucoup dégorgé en couleur noire ou grise. Moi j'avais eu un dégât sur un t-shirt de ma fille, mais donc une fois que ça s'est passé, après ça bouge plus, mais donc faites juste attention à ça. Il existait en cette couleur, alors qu'elle est la plus foncée, qui est limite noire, voilà, et je l'avais acheté dans une autre teinte qui était légèrement plus gris souris. Donc mon fils a en fait un pantalon de chaque couleur. Là il doit s'agir de la couleur la plus foncée. Alors il n'a pas les 20% d'élasticité, c'est là que je vais pouvoir aussi revenir en fait sur la différence qu'il existe finalement que j'ai entre mes deux pantalons. J'ai mon pantalon en Vichy qui fait vraiment au porté, vraiment comme un caleçon. Celui-là, il fait presque pantalon, je vous montre. Je vous montre et puis je parlerai après. Donc voilà mon nouveau Basic 6. Voilà, donc ça c'est le devant. Donc comme ça me permet de vous redire aussi quelles sont ses spécificités. Donc on a une ceinture qui est également rapportée. On a un système de fausse poche. Voilà, c'est assumé, hein, c'est parce que comme il est très moulant en fait, hein, donc l'idée c'est de pas avoir ici une surépaisseur avec une poche qui serait visible en relief. Donc on a ici un système de fausse poche sur lequel moi, comme pour le premier, j'ai monté ici un petit passepoil qui donne une difficulté supplémentaire, hein. Si vous voulez ne pas le faire, bah, vous pouvez très bien monter ici par exemple. Alors, soit vous le montez ou vous pourrez le monter moi je le fais pour casser en fait les rayures, et comme en fait c'est un tissu qui est quand même un petit peu avec un peu d'élasticité, bah en fait j'aurais eu comme vous le voyez ici mes raccords en fait qui sont quand même difficiles à faire. Ici c'est bon et ici ça l'est plus, donc en fait le passepoil me donne l'impression qu'en fait mon manque de raccord est un peu moins flagrant. Ici ça se raccorde un petit peu mieux. Donc j'ai ça, et surtout en fait donc on a une fausse braguette, hein. Et donc sur l'arrière j'ai fait comme mon ancien pantalon aussi, c'est que j'ai contrasté le tissu, c'est-à-dire que je l'ai pris en biais à 45 degrés de telle manière que je n'ai pas du tout à gérer ces systèmes de raccords qui auraient d'ailleurs fait assez moche. Et là je trouve que ça lui donne une allure assez sympa d'avoir les poches ainsi. Voilà, donc on a une rehausse ici, et si vous regardez également, ça permet de continuer de vous expliquer les spécificités. Tout est prévu dans le patron pour à chaque fois, à chaque étape, faire des surpiqûres qui permettent à la fois de renforcer toutes les coutures, là, également les coutures intérieures, parce qu'on monte l'intérieur du pantalon avant. Donc ça permet de renforcer, voilà, et on finit par les extérieurs. Donc là automatiquement les extérieurs sont les seules parties sur lesquelles on n'a pas de surpiqûre, de double surpiqûre, puisque à la fin on peut pas passer la machine dans chaque jambe. Donc vraiment c'est pour ça que je pense que c'est aussi un pantalon où tout a été étudié pour justement apporter des coutures renforcées là où justement les coutures sont très sollicitées, puisque c'est quand même un pantalon qu'on enfile comme un caleçon.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous montre. Je vous montre donc l'intérieur, et donc juste pour vous montrer effectivement les poches, qui sont des petites poches rapportées. C'est quelque chose qui est purement optionnel, hein. C'est-à-dire que vous avez la possibilité tout simplement de prendre la pièce aussi comme ça, telle qu'elle se présente, et de ne pas du tout faire ce système de poche, qui est peut-être la chose la plus difficile à faire, puisqu'en fait, pour coudre ça de cette manière-là, on est obligé de faire endroit sur endroit et de contrarier beaucoup en fait l'angle concave ou convexe, je ne sais plus dans quel sens ça se trouve. On est obligé de cramper un petit peu partout pour que du coup on arrive à faire une couture et qu'il ne fasse pas de plis ici. Donc si c'est votre premier et que vous n'êtes pas trop sûr de vous, et ben ne faites pas cette partie là. Qui en plus, la plupart du temps, si jamais vous savez que vous portez des choses par-dessus, en fait, ça se voit pas. Donc c'est uniquement si jamais vous savez que vous voulez le porter avec un body ou un t-shirt qui sera mis à l'intérieur, vous pouvez le faire, mais c'est pas obligatoire. En fait, ça lui donne juste un code supplémentaire d'un pantalon classique, comme les poches à l'arrière, hein, voilà, et qui le distingue aussi d'une version caleçon basique. Dernière chose, donc pour pouvoir bien poser ces poches, tout ce que j'ai fait, je vais vous le montrer là, je crois que j'ai pris une photo, c'est que j'ai tout plaqué ici, j'ai tout bâti au préalable ma poche avant de la fixer définitivement, parce qu'en plus avec du tissu extensible, alors j'ai fait même 2 petites piqûres, cette fois-ci je l'ai fait piqûre machine, hein, on n'a pas besoin d'avoir de l'élasticité dessus, et parce qu'en plus avec ce type de tissu sur lequel on a de l'élastane, c'est facile en fait d'avoir le tissu qui vrille. Donc moi c'est même pas les épingles, hein, c'est vraiment bâti obligatoire pour pouvoir poser les poches, et elles sont après nickel. Je trouve qu'elles sont très bien positionnées aussi sur le patron, donc je n'ai absolument rien changé. Et à la fin, donc j'ai juste fait un rentré simple de mon pantalon, et là l'ourlet au final je le fais une fois que je l'ai fini, je le fais sur moi pour savoir à combien je dois le coudre à la fin. Alors c'est la seule modification que j'ai faite, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a ici aussi dans le patronage, on a la pièce en fonction de votre dimension. Donc moi j'ai dû faire un taille, alors c'est pas des tailles 38, 40, etc. C'est des tailles XS, S, ML, etc. Donc j'ai fait la taille M, non, L. Voilà, parce que j'ai regardé le tableau des dimensions, je me suis dit, j'ai fait une taille L, voilà. Et où j'ai fait au moins une taille L pour la bande. Je me rappelle plus, j'ai un doute. Et en fait, comme ici, mon tissu n'avait pas l'élasticité préconisée, j'ai commencé par coudre ma bande qui correspondait, qui allait très bien dans ma version en bengaline. Et là, pour le coup, quand je l'ai monté et que je l'ai essayé, alors déjà j'ai vu tout de suite que il me moule beaucoup plus, mais il me va bien, hein, mais il me colle beaucoup plus en fait parce que le tissu a moins d'élastane que le précédent. Mais par contre au niveau de la ceinture j'étais trop serrée, c'est-à-dire que la ceinture en fait j'avais du mal à la passer au niveau de mes hanches. Et donc j'ai redéfait. Donc heureusement j'avais pas tout surjeté, j'avais juste tout monté au départ sur une piqûre, je me rappelle pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas j'ai démonté ma ceinture, j'ai réaugmenté, j'ai repris, j'avais du tissu en plus, j'ai remonté une nouvelle ceinture plus large, et cette fois-ci en fait qui correspondait, voilà, complètement en fait à la dimension que j'avais ici. Et en fait j'obtiens le rétrécissement et le fronçage par tout simplement
L'ouverture, voilà, que j'ai laissée cette fois-ci ici. Vous voyez, en fait, je la ferme jamais, moi, parce que je me dis que si après j'ai besoin de laisser un petit peu de mou en plus, ou au contraire que j'ai besoin de rétrécir un petit peu l'élastique, je le laisse comme ça. De toute façon, c'est absolument invisible de l'extérieur. Et donc après, bah voilà, j'ai monté l'élastique et là, cette fois-ci, c'est parfait. Alors, je vais vous le montrer ici sur les photos. Vous le verrez d'ailleurs peut-être avec la cousette que je vais vous présenter juste après, où je vais vous montrer avec autre chose. Je crois que j'ai aussi des photos où je le montre avec un plantain, tout simplement. Et en fait, ça lui donne une allure très pantalon de ville, je trouve. Voilà, on n'a pas du tout l'impression que c'est un pantalon voilà, sportwear d'intérieur. Et ça me donne vraiment une furieuse envie de m'en refaire encore un, parce que franchement, c'est tout à fait le type de pantalon qui fait chic, mais qui est très confortable. La dernière pièce que je viens vous montrer est donc une blouse en chaîne et trame, et donc comme beaucoup, j'avais craqué sur la dernière collection de Maison Fauve. Donc je vous la montre évidemment ici en pochette, puisque sur ces patrons, seules les pochettes sont disponibles pendant une durée à peu près au moins d'une collection, hein, donc 6 mois, voire parfois 1 an avant que les patrons ne soient mis en vente en PDF sur le site de Maison Fauve. Donc c'est la blouse Chelsea sur laquelle j'ai jeté pour la première premier patron que j'avais acheté mon dévolu, enfin j'avais jeté mon dévolu sur cette blouse, hein. Donc vous voyez, c'est une petite blouse, et donc la signature de Maison Fauve, c'est toujours ce système de plis. Donc je vous lis, donc il s'agit d'une blouse avec les codes vestimentaires du vestiaire Maison Fauve, jolie manche, jeu de plis renouvelé avec un montage de manches en raglan, plusieurs finitions, devant plissé ou non, bas de manche boutonné ou bracelet de manche, une coupe légèrement cintrée pour un tombé structuré, féminin et confortable. Au niveau des tissus, c'est des tissus poids légers, 80 à 160 grammes par mètre carré, viscose, tencel, coton, crêpe, popeline, serge, satin. Préconisation d'1,50 m de tissu, ça va, hein, donc entre la taille 34 et 46, me concernant 1,65 m au-delà. Et nous avons toutes les mesures qu'il faut, voilà. Donc moi, je suis partie sur la mesure de ma poitrine, et donc je l'ai réalisée en taille 40. Vous avez ici, voilà, le dessin technique qui vous explique le système de plis, comme des plis plats. Voilà, je ne sais pas si c'est les plis religieuses. Voilà, qui sont ici et qui forment ici le décolleté. On le voit assez peu, mais donc il y a une petite fente. On voit très légèrement ici. Voilà, une fente ici qui est faite. On a une finition de l'encolure avec un biais qui est à mettre à la fin. Les manches indiquées, donc c'est des montages raglants. Et on a un système de plis aussi qui est fait sur le haut des épaules. Voilà. Voilà, donc moi j'ai choisi la totale, c'est que j'avais décidé de m'en faire vraiment comme une sorte de pièce d'étude sur des points un peu techniques que j'avais pas du tout l'habitude de faire pour sortir un peu de ma zone de confort. Donc j'ai fait les plis ici, évidemment les plis au niveau des manches, ceux-là ils sont obligatoires. Et j'ai fait également le système de manches donc bouffantes ici, hein, avec les poignets sur lesquels on pose des boutonnières, et donc pour une première pour moi aussi avec des fentes indéchirables. Aussi curieux qu'on puisse le penser, j'en avais jamais fait jusqu'à présent. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait, mon choix de tissu. Donc j'avais... C'était quand même la première fois, je savais pas trop si j'allais bien réussir. Je voulais prendre un tissu qui était plutôt comme du coton, parce qu'avec ce système de plis, c'est quand même long, on va pas se mentir, hein, c'est long à faire. Et donc je voulais partir sur du coton pour bien marquer les plis et que ce soit plus facile à faire que dans de la viscose, forcément. Et donc j'ai choisi un tissu que j'aimais bien, mais un tissu qui n'était pas forcément très cher, et c'est un tissu dans lequel
on voit pas forcément tous les beaux détails de plis, puisque j'ai pris un imprimé avec des motifs. Donc il s'agit d'un tissu que j'ai acheté chez Gaspard et Léonie, c'est une petite boutique en ligne, hein, elle est à Toulouse sinon, et vous reconnaîtrez cette imitation Mitzi bleue. Et la différence, donc là c'est une popeline de coton, hein. Alors je ne sais pas si ce motif est tombé dans le domaine public, ce qui expliquerait qu'on le retrouve également dans des boutiques comme Dressenstoffen. Et donc c'est un coton donc, dans lequel on trouve, sur lequel plutôt j'avais un prix de 9,90 € du mètre. Donc là forcément c'est une petite blouse qui me revient à 15 €. Ce qui serait pas du tout la même chose évidemment si je la faisais en Liberty. Mais si je la faisais en Liberty, dans du batiste, hein, ça n'aurait pas non plus le même tombé, ça aurait un tombé beaucoup plus soyeux. Là on est vraiment sur du coton, de la popeline de coton. Alors, je vous montre les petits plis. Donc là ce sont des plis, hop, voilà, vous les voyez ici. Et j'ai décidé, comme on les voyait pas beaucoup, de les surligner exprès avec du fil blanc. Donc ça, c'est le premier détail. Le deuxième détail, pas surligné cette fois-ci avec du fil blanc, il est surligné avec du fil bleu marine. Mais ils sont plus visibles, hein, puisqu'en fait, ils structurent la manche. Et en fait, les plis sont faits pour que la partie qu'on voit ici est dans ce sens-là. Donc en fait, c'est comme si ça s'ouvrait un petit peu en écaille. C'est très joli. On a des manches qui sont quand même assez larges. Bien resserrées ici avec un système, cette fois-ci, de fronce. Pour être jointe ici au poignet. Et on a ici, voilà, cette fameuse fente indéchirable sur lesquelles je reviendrai parce que c'est un des seuls points techniques, je trouve, qui n'était pas très bien expliqué, ni sur le petit livret, ni sur la vidéo, puisqu'il y a une vidéo YouTube complète pour réaliser cette chemise, enfin cette blouse. Mais je trouve que là, pour le coup, c'était pas terrible, et donc je me suis aidée d'un super autre tuto en ligne, je vous le dis tout de suite finalement, qui est le tuto de Moonasiu, donc devenu Majam, mais donc c'était les vidéos, donc Moonasiu. Je l'ai marqué ou pas? Je l'ai marqué, je l'ai pas marqué ici, mais en fait, il y a deux tutos. Il y a le tuto de la manche indéchirable, mais pour expliquer chez Moonasiu comment réaliser, voilà, très facilement et avec beaucoup de détails vidéo, de faire un zoom vraiment là-dessus. Donc là, on l'a fait. Et la deuxième chose, donc ça, à la limite, c'était pas trop mal expliqué. Voilà, et qui permet derrière, quand on la met, ça se... Voilà, on voit pas du tout, ça revient dessus, c'est parfait. Et là où je trouvais qu'il manquait de détails, c'était pour savoir où est-ce qu'on allait repositionner en fait le bracelet ici, le poignet plutôt, parce qu'il fallait qu'il affleure ici, voilà. Mais par contre de ce côté-là, il fallait laisser voilà, un système avec un décrochage. Donc évidemment il y a des repères, mais c'était pas bien expliqué, et surtout il vous expliquait pas forcément qu'ici, voilà, comment il fallait retourner la patte ici. Donc moi je l'ai fait un petit peu au jugé, ça a fonctionné, mais surtout après je suis retournée voir la vidéo Moonasiu de sa chemise ou robe, je sais pas, mais Scarlett, et il y a un moment dans la vidéo où elle explique parfaitement bien comment joindre voilà, la manche où on a fait la fente indéchirable après au poignet. Donc moi je vous renvoie effectivement là-dessus. Puis donc vous voyez, j'ai mis après, voilà, j'ai fait mes petites boutonnières. J'ai mis des petits boutons que j'avais de mon stock, qui sont mignons comme tout, qui tranchent un petit peu, qui sont un petit peu piqués comme ça avec une couleur bronze. On verra à l'usage si la couleur reste. C'est du métal, il n'y a pas de raison. C'est des boutons que j'avais achetés en lot il y a déjà pas mal de temps chez AliExpress. Voilà. Et donc ici on a, vous le voyez ici mieux, mais on a une fente en fait, et sur lesquelles à la fin, voilà, on a toute la bande de biais ensuite à devoir reposer pour faire toute cette finition tout au long de cette encolure.
Et enfin, on finit tout simplement par un rentré ou ici un double rentré. Et la blouse est finie. Alors je dis la blouse est finie, mais moi, alors c'est rare que je fasse ça parce qu'en général, moi j'aime bien faire une couture et que ça me prenne 2 jours, un jour ou 2 jours, et je la fais d'une traite. Celle-là, je l'ai vraiment fait sur plusieurs jours, voire une bonne semaine ou 2 semaines pour pouvoir la faire parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. C'était très minutieux et donc je l'ai faite en plusieurs jours. Voilà, et je vous ai pas montré non plus, mais parce qu'on l'a du coup, on le voit pas. Mais pour pouvoir faire cette fente là, c'est que le devant, il est voilà, il est fendu, enfin il est fendu. Il est fait en 2 parties. Alors moi ça se voit quasiment pas, si un petit peu là. Et donc on a une couture sur le devant. Donc ça c'est l'avantage d'avoir aussi le tissu imprimé, c'est que ces détails là, si jamais il y a des choses qui sont pas au millimètre près, ça se voit, ça pardonne pas sur un tissu uni. Mais là pour le coup moi voilà, au niveau de ce tissu ce serait parfait, même si ma blouse j'ai passé le temps, mais du coup je pense qu'elle a pas beaucoup de défauts de confection. Je me lance des fleurs, mais c'est normal vu le temps que j'y ai passé. Je vous la montre sur l'envers. Là on voit mieux voilà, la découpe des raglans. On voit aussi, alors du coup là on voit quasiment plus les plis, parce qu'en fait les plis, vous voyez, on les voit quasiment pas sur ce côté là, et c'est pour ça qu'ils ressortent de l'autre côté. Ici idem pour les rayons qu'on a au niveau de la manche. Je vous montre et je vous remontre, voilà, avec fierté mes fentes indéchirables, voilà, et mes coutures. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer donc? Là on voit plus voilà la petite parmenture qui est rajoutée ici au niveau de la fente, sur laquelle moi excusez-moi, qui est bien faite, hein, voilà, qui est bien pensée, puisqu'elle est reprise après dans le biais, et qu'elle est bien finie ici. Voilà, pour qu'on voit pas grand chose. Donc et qui est sous piquée. Alors je sais pas si la sous piqûre c'est moi qui l'ai faite et si c'était prévu. Donc je n'ai même pas eu besoin moi de thermocoller, parce que mon tissu était suffisant. En revanche, ce que j'ai fait qui n'était pas prévu dans le patron, c'est que je l'ai replié. Vous voyez, normalement la sous-piqûre elle est prévue pour être comme ça. Et déjà je trouve qu'ici là c'est moyennement joli, mais enfin bon voilà. Et donc j'ai eu l'idée avant de reposer en fait ici le biais, de la replier, de la piquer. Ici j'ai une petite piqûre ici, voilà, et de telle sorte que le repli soit fait ici, que cette parmenture ne rebique pas. Et puis je trouve que c'est quand même plus joli, même si c'est sur l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, moi je l'ai fait en taille 40. Les points techniques, donc les fentes indéchirables, les plis, minutieux, ça prend du temps, mais on apprend des choses, donc c'est très bien. Le livret technique, donc bien expliqué. Enfin bien expliqué, je sais même pas si je l'ai regardé beaucoup. Donc on a des petits schémas comme ça, mais sinon la vidéo est quand même très complète pour pouvoir réaliser cette blouse. Et moi les modifications que j'ai faites, sinon c'est des modifications de montage, puisque ici aussi les montages des manches sont faits envers sur envers, et on rabat le poignet pour ensuite le finir. Moi je fais le contraire, je mets endroit sur endroit, je rabats sur l'intérieur, et là j'ai fait une piqûre à la main, une couture à la main, donc comme ça c'est parfait dehors et dedans. Et c'est pareil, ce qui est préconisé au niveau du montage du biais, c'est de le monter pareil envers pour le repasser après sur l'endroit et faire une couture
Donc là, par contre, pas terrible, quoi. Surtout si vous prenez un tissu uni. Donc là, je l'ai monté pareil, endroit sur endroit. Je l'ai rabattu sur l'intérieur pour finir avec une couture invisible. Voilà, vous voyez qu'elle est invisible. Avec ce qu'on appelle le point échelle, que je fais tout le temps donc à la main. Et là, par contre, j'ai eu une petite déception. Parce que quand on en est à ce point... de faire des finitions aux petits oignons comme cette blouse, et ben j'ai trouvé que la proposition de raccord de biais, elle n'était pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'elle propose à la fin pour faire la jonction du biais, c'est de finir, mettre son biais endroit sur endroit, de faire une couture perpendiculaire et donc de répartir, de séparer les surplus. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait un biais. Et donc, moi j'ai fait la technique de biais qui est sûrement plus compliquée, mais qui va permettre de faire vraiment, de finir le biais dans le biais, vous voyez, en diagonale. Et donc, j'ai ma couture qui est là, et qui fait qu'on a beaucoup moins de surplus, voilà. Et puis c'est fini, comme quand on a des raccords dans le biais. Donc, encore une fois, c'est du petit détail, mais tant qu'à faire des jolies finitions, autant les faire jusqu'au bout. Puis je trouve que ça évite... d'avoir le biais qui se décale, parce que comme on fait, comme c'est préconisé dans la vidéo, on peut avoir des petits bourrelets, je trouve que, enfin bref, je chipote, mais moi j'ai fait mon raccord de biais impeccable. Autre chose aussi, il est prévu de mettre, alors je trouve que le poignet ici, il est assez large hein, quand même, hein. Vous voyez, et donc il est prévu de mettre un seul bouton et une seule boutonnière. Donc moi j'ai tout simplement, j'en ai mis deux pour mettre deux boutons. Je trouve que c'était plus judicieux parce que quand on en met que un au milieu, bah je pense que ça assez facilement ça va bâiller. Donc ça c'est vraiment affaire personnelle, c'est du goût personnel. Et voilà, donc j'ai mis que de toute façon elle est très jolie. J'ai appris des nouvelles choses, ce qui est très bien. Elle tombe très bien. Donc c'est vrai que là par contre, il faut attendre. En plus comme c'est un montage raglant, faut attendre quand même pas mal de temps. On a déjà tout fait les détails pour commencer en fait à pouvoir l'essayer et voir comment elle tombe. J'avais un peu peur aussi parce qu'en fait on ne monte le biais et l'encolure qu'à la fin. Donc vraiment on a vraiment la surprise qu'à la fin. Et j'avais peur que l'encolure soit trop dégagée ou que ça baille un petit peu, que ça tombe pas bien, et ça tombe nickel. Donc là ça veut dire que le patronage est super bien fait et ça donne une jolie encolure. Donc je vais vous montrer ici toutes les photos, puis les petites vidéos également que j'aurai prises pour vous montrer un petit peu plus les détails sur mon mannequin. Et puis voilà, donc là j'ai une jolie blouse qui sort un petit peu voilà, de ce que j'ai, qui est plutôt décontracte dans mon armoire. Et là j'ai une jolie blouse et qui va très bien avec mon Basic Six. D'ailleurs je crois que les photos que je vous propose sont avec cet ensemble là. Voilà. Accessoires. Il fait froid. Ça va être le moment de ressortir ses chèches. Eh bien oui, alors là cette fois-ci pour l'instant je n'en ai fait qu'un, donc c'est celui que je vais vous montrer, mais j'en profite pour me faire un petit peu de auto-pub. Donc le chèche, je crois que je vous ai déjà montré comment le réaliser, donc pour faire un grand chèche, pour savoir quelles modifications faire, etc. J'ai toujours mon petit tuto qui est en fait la reproduction de ma petite fiche. Sur lesquels j'avais pris mes notes que j'ai dû laisser en story à la une sur mon compte Instagram. Donc vous pouvez aller la voir si vous voulez. Et je vous renvoie également à ma vidéo que j'avais fait l'année dernière à la même époque. Qui est la vidéo spéciale hors série spéciale cadeau de Noël, qui avait été faite à partir des nombreuses réalisations que moi j'avais réalisées en accessoires sur les 15 dernières années, pour vous donner des idées. Et je m'appuyais également sur les photos de beaucoup de choses que j'avais réalisées moi-même. C'est ma vidéo qui a explosé tous les compteurs
puisqu'elle a dû faire 12 000 vues, ce qui est juste un truc de fou. Et là, depuis 2-3 semaines, elle a repris 1000 vues de plus, hein, puisque évidemment, je pense qu'en tapant dans le moteur de recherche couture, spécial Noël, etc., apparemment, peut-être qu'on tombe aussi sur ma vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets ici le numéro de la vidéo si vous voulez la retrouver à partir de ma page YouTube. Et donc je viens vous montrer donc le nouveau chèche que j'ai réalisé, qui va être pour moi ou en cadeau, mais je crois que ça va être pour moi parce qu'il est trop beau. Je vous le montre à partir d'une chute que j'avais, encore une fois d'un joli tissu atelier brunette. Non, ou achat sur un fil, je sais plus, atelier brunette je crois. Qui m'a été offert par ma copine de couture, ma copine Catel. Et oui, j'ai une copine qui s'appelle comme ma fille qui m'avait, avec laquelle, si vous vous rappelez, j'avais fait un échange de robes il y a quelques temps de ça, puisqu'elle avait une robe qui lui était trop petite, trop grande. Et moi j'avais une robe qui m'était trop petite. Nous avons fait un échange, c'est comme ça qu'on s'est d'ailleurs rencontrés. Et on ne se quitte plus pour faire plein de cousettes et de tricots ensemble. Voilà, et donc elle m'avait donné la chute, une belle chute de son tissu que j'ai fait et je vous montre avec quoi je l'ai marié. Alors un tissu plus pur polyester, on fait pas plus, alors vous l'utilisez, vous en mettez plein partout. C'est une sorte de maille chenille, je vous laisse imaginer le côté doudou que ça a, mais alors ça va aller trop avec ce tissu. Et donc là, on fait le chèche. Là, je l'ai fait sur 50 cm de hauteur. Et alors, là, j'attends les grands froids sans problème pour pouvoir le porter. Voilà. Mais alors, il est magnifique. Et il fait une épaisseur, il est tout doux. Il est beau, avec un manteau foncé, ça va être superbe. Voilà, donc cette maille, enfin c'est cette maille qui n'est pas extensible, hein, c'est pas, je l'ai pas vue, alors peut-être qu'on le voit sur des sites internet, hein, je vous laisse me dire. Moi je l'ai acheté chez Cartier des Tissus à Chambray-les-Tours et ça vaut 8,90 € le mètre, ils en ont plein de couleurs. Donc j'ai acheté 2 autres couleurs et là par contre je crois qu'il y aura des cadeaux dedans. Mais elle est trop belle, voilà. Mais encore une fois, mettez-vous dans un endroit et mettez l'aspirateur à côté. Voilà, donc moi j'ai tout bâti hein, pour pouvoir le faire. Après on passe tout en coup à la surjeteuse. Et ça y est, après c'est fini. Mais j'adore, vous imaginez même un plaid hein, là-dedans. Un plaid tout doux. Qui remplacerait mon vieux plaid là. Faut que je réfléchisse. Donc voilà, ça c'est le premier accessoire dont je voulais vous parler. Et le deuxième, alors le deuxième pour le coup c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça va me permettre de vous parler d'une expérience couture qui était un peu nouvelle pour moi. Donc que j'ai fait en duo avec ma copine Catel. Je vais vous montrer une photo ici. On aurait dit un vrai atelier clandestin chez moi. On avait toutes les deux nos machines, etc. Et on s'est offert, enfin on s'est offert, oui, on s'est acheté quoi. Un kit pour faire un sac cabas chez Déco Cuir. Donc je vous mettrai ici ce que je trouve, enfin voilà, de photos pour vous montrer ce qu'il en est. Donc en fait Déco Cuir c'est une boutique qui est vers Nantes, en tout cas qui est en Loire-Atlantique, qui est comme le nom l'indique spécialisée dans le cuir et c'est une caverne d'Ali Baba. Si vous aimez le cuir vous trouvez de tout, donc cuir grainé, cuir lisse, toutes sortes de qualités etc. Donc évidemment c'est uniquement pour celles qui aiment le cuir, hein. Je veux pas voir ici c'est mon choix d'avoir cousu du cuir, hein. Je veux pas de commentaires qui seraient déplacés ici sur ma vidéo sur ceux qui militeraient pour pas utiliser du cuir.
bref, je veux même pas en entendre parler. Et donc, Déco Cuir, voilà, c'est une jolie boutique française sur lesquelles on peut donc choisir ses cuirs, etc. Donc, ils proposent vraiment plein de qualités, d'épaisseurs différentes, etc. Des outils pour pouvoir le travailler, plein d'accessoires, comment dire, des apprêts métalliques, rivets, boucleries, etc. pour le faire. Enfin, allez-y. Moi, j'ai sur la commande même acheté en fait, enfin, je vais pas acheter. J'ai commandé en même temps le petit catalogue où on a tout ce qu'on peut trouver chez eux. Et ils proposaient aussi, ces derniers temps, on avait vu ça avec ma copine, donc un kit tout fait pour faire un cabas en cuir. Donc là, on a 4, je crois, déclinaisons de cuir différentes pour pouvoir le faire. Donc il y a, je sais plus, tungstène, un cuir argenté, mais je crois qu'il n'y avait plus en stock. Et ils vous disent juste que si jamais vous commandez votre cuir à côté, eh bien, ils vous disent quelle qualité de cuir il faut prendre et quel max d'épaisseur de cuir vous voulez prendre. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un kit complet, donc dans lequel on avait les peaux, les hanches toutes faites, qui sont proposées sur le site. Hein, d'ailleurs, c'est bien pratique, avec plein de couleurs différentes. On avait, bref, on avait du fil. Spécial épaisseur normalement qui était prévu dessus, je vous dis normalement parce que je reviendrai dessus après. Bref, on a le kit avec les petits outils pour pouvoir poser, pour pouvoir faire les trous dans les anses, pas dans les anses mais dans le cuir pour poser les anses après, etc., etc. Donc tout est prévu normalement pour que vous puissiez faire votre sac cabas pour 49 €. Donc un sac en cuir pour 49 € et pour une dimension qui est quand même assez importante, hein, parce qu'il doit faire 40 cm de largeur. Il fait à peu près 30 cm de haut et sur les côtés à peu près 15 cm on va dire. Alors je vous montre tout de suite. Alors moi j'ai fait la version sur laquelle j'ai choisi en fait mon cuir. Et j'ai choisi en fait un cuir qui est comme un cuir retourné. Donc je crois que c'est un cuir de veau, voilà, mais qui est vraiment marron, hein. Marron et surtout un cuir retourné que j'aime beaucoup. Ben, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais surtout en fait on a toujours quand même un petit peu la surprise au moment où on le reçoit. Et donc on prend soit un cuir taille, ils vous disent aussi quelle est la taille, au moins 0,8 mètres carrés, je sais plus. Et puis donc moi c'était 2 de 0,4 mètres carrés que j'ai pris. Et donc là pour le coup quand on les achète, je crois que les deux pots ça nous revient à 20-22 €. Donc mon sac à moi a dû me revenir à 25 €. A dû donner 25-27 €, quelque chose comme ça. Voilà, parce qu'il y a aussi de prévu une petite fermeture éclair mais que j'avais en stock. Voilà, puis j'ai réutilisé certaines choses, certains petits outillages qui étaient proposés dans le kit de ma copine. Alors je vous montre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelque chose dedans pour qu'il ait un petit peu plus de tenue. Voilà. Un peu plus de poids et que ce soit un peu plus présentable. Mais voici donc le sac que je me suis réalisé. Voilà. Donc vous voyez qu'il reste, c'est un sac mou, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est que le cuir, mais qui est assez épais. Hein. Moi je suis vraiment au max de ce qu'il préconise, donc qui est prévu. Donc il est, voilà, donc c'est un sac avec les angles, voilà, une couture sur le dessous. Ici, donc on a une piqûre ici à réaliser donc au milieu, donc avec des surpiqûres sur lesquelles il ne faut pas se rater parce que ce sont celles qui sont les plus visibles. Voilà, voilà. Et donc ici on a également les anses dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec donc la visserie que j'ai utilisée. Moi j'ai pris des vis qu'on appelle des vis Chicago, qui sont des vis en fait qui sont faites pour être vissées, et enfin qui sont faites pour être vissées. Donc je trouvais ça plus pratique, je les avais en stock. Et donc sur l'intérieur, pardon, il est prévu d'avoir cette petite poche là. Voilà, donc une petite poche également, voilà, surpiquée et
Voilà, qui est comme ça, qui est prévu dans le cuir. Donc on a également le tuto qui nous est présenté sur une fiche. Alors elle est assez succincte, hein. Et donc, mais j'ai vu que sur le site Déco Cuir, ils font une sorte de tuto, pas vidéo, mais en image, qui est un peu plus explicite. Et d'ailleurs, je crois qu'il est public au niveau de l'accès, donc vous n'avez pas besoin d'acheter le kit pour pouvoir le faire. Et il est également expliqué sur le, le site comment doubler. Moi, j'avais pas vu, c'est pas présenté sur la petite fiche, mais donc j'ai également donc utilisé cette jolie petite, ce petit coton que j'ai trouvé chez Mondial Tissu pour pouvoir doubler mon sac. Et je trouve que l'effet est superbe. Le mariage des deux est vraiment très beau. Alors il est également prévu, ils le disent sur le site aussi, mais pas dans le kit, qu'on peut après rajouter ici, si on le veut, des pressions, un peu comme des anoraks, vous savez, qui permettraient en fait de pouvoir ici, alors évidemment si on laisse comme ça, après c'est visible, mais si vous mettez des pressions, par exemple, qui sont en métal foncé, qui vous permettraient de pouvoir mettre votre sac comme ça, et qu'il ait un peu plus de tenue, parce que vous voyez, sinon il s'avachit. Mais après, tout dépend ce que vous mettez dedans. Si après, vous décidez de mettre vos ouvrages, d'en faire un sac de voyage, etc., vous pouvez laisser comme ça. Moi, je me tâte encore, je verrai. Je sais qu'il y a cette possibilité de pouvoir le faire. On peut le faire après. Hein. Voilà. De faire comme s'il était voilà, resserré ici. Et ce qui lui donnerait effectivement un petit peu plus de tenue. On verra. Voilà, ça ferait comme si c'était comme ça. Bon, en tout cas, il est beau. C'est la première fois que je travaillais du cuir comme ça. Et il est magnifique. Alors, on s'était dit, ouais, facile. Facile pour coudre. Ça va aller vite. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a galéré. Et pourtant, ma copine et moi, on a quand même des machines de compète. Donc moi, je vous rappelle que j'ai une Bernina. C'est des machines hyper solides. Qui sont réputées aussi pour passer sur tout, etc. Et donc, on suit les préconisations. Donc, ils nous disent de prendre évidemment une aiguille cuir, ce que j'avais. J'avais même des aiguilles 90 et des aiguilles 100. Normalement, ils nous disent aiguille 90. Ma copine, elle avait un cuir qui était moins épais que le mien. Mais avait sur sa pfaf, elle a une pfaf aussi, je sais plus quel modèle, mais des difficultés même à réaliser celle-là, parce qu'en fait à l'arrière, la couture arrière était pas très jolie. Et donc on comprenait pas, ça patinait dessus, la mienne, mais ça faisait un boucan d'enfer dès qu'elle piquait dans les poings. Alors une fois qu'elle était engagée et que ça partait, bah en fait il fallait pas que je m'arrête, parce que mais alors elle faisait un bruit d'enfer, je me disais c'est pas vrai. Ça va péter, ça va péter, ça va péter, l'aiguille va péter, ça va jamais tenir et tout ça. Donc on a eu vraiment beaucoup de difficultés à faire au début nos surpiqûres. Et au bout d'une journée, on s'est dit, bon bah on se revoit demain, mais le lendemain pareil, on a galéré, mais on s'est dit, mais on va jamais y arriver. Et on n'avait pas fini nos sacs. Et donc le soir, j'étais un peu dépitée parce que moi, je me disais, mais c'est pas possible, il faut que je finisse mon sac. Et il me manquait en fait à faire cette finition-là, où je devais mettre cette parmenture en fait, là, qui était prévue. Et je savais que j'avais des endroits où j'avais 3 épaisseurs, puisqu'on a l'épaisseur ici, le retour, plus cette partie-là. Donc ça me faisait 3 épaisseurs de cuir. Et là, je me disais, ça passera jamais, parce que déjà sur les autres... Quand il y en avait 2, c'était tellement compliqué. Et je me mets à faire des essais sur une chute avec ma machine une fois que je suis tranquillement chez moi. Et je sais pas pourquoi, à un moment, je suis passée sur un autre ouvrage. Et en fait, je passe sur ma chute et là, ça passe nickel. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était bien l'aiguille, cuir. Pas de changement au niveau des réglages. Et en fait... J'avais utilisé du fil Gutermann classique polyester et là, ça passait comme dans du beurre. Donc, le problème, c'était le fil. Et le problème, c'était le fil qui était préconisé par Déco Cuir et son fil qui est du fil polyester numéro 30. Donc en fait, ça donne l'épaisseur du fil. Et eux, ils disaient qu'il fallait du fil, effectivement, sûrement plus costaud, plus épais, mais avec le cuir du kit.
où ce cuir-là, ça passait pas du tout. Donc moi, je vous préconise de reprendre votre fil habituel. Alors évidemment du Gutermann, hein, du polyester. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un point sur ma machine. Je pense qu'il doit y avoir sur la plupart des machines. En fait, c'est un point qui repasse plusieurs fois. Voilà, sur la... c'est-à-dire qu'il fait le devant, il revient, etc. Et ça fait comme si c'était un point où on faisait... voilà, c'est comme si on faisait 2 passages du fil. Et en fait, bah, pas de souci là. J'ai pu finir tout mon ouvrage. Je suis passée sur 3 épaisseurs. Parfois, je suis même passée... Enfin, vraiment, voilà, même au niveau du bruit, c'était plus du tout pareil. Et en fait, donc, je pense que c'est le fil. Comme moi, c'est du cuir aussi qui est très épais. Le fil, en fait, plus épais, il restait à l'intérieur du cuir. Et en fait, en remontant, il devait y avoir des sortes d'écailles, etc. Et plus le fil, qui fait que ça bloquait complètement. En fait, souvent, mon aiguille restait plantée dans le cuir. Et en fait, je n'arrivais pas à la remonter. Et là, avec le fil classique, plus aucun problème. Donc, il se trouve que ça me rend service, puisque j'ai acheté un autre... Bah tenez, je vous le retrouve. On a ce petit livret-là, voilà. Quand on achète le kit, ça permet de vous montrer voilà, les cuirs qui sont prévus. Et ça permet de vous montrer voilà, tout ce que le kit contient. Voilà, et c'est ce fil-là, là, qui est pas bien. Donc ils appellent ça du fil polyester retors numéro 30. Et ben non, faut pas prendre celui-là. Alors j'ai une petite chose qui nous a un peu... Alors les retours que je peux vous faire, hein, c'est qu'ils nous donnent ça aussi. Donc c'est une bande, un ruban adhésif double face, 4 mm. En fait c'est fait... Par exemple, quand on fait cette piqûre-là endroit sur endroit, c'est fait pour rabattre les marges de couture et permettre ensuite de pouvoir faire plus facilement cette surpiqûre-là. Moi, je vous déconseille, alors sauf si vous n'arrivez pas du tout à tasser votre marge de couture, mais n'utilisez pas ça. Ou alors, si vous l'utilisez, elle fait 4 mm, il faut coudre à côté. Or, pour moi, la couture est jolie si on la fait juste à côté de la couture centrale, si les surpiqûres sont juste à côté. Parce qu'en fait, ça encrasse énormément l'aiguille. Donc là, ça fout de la colle partout sur l'aiguille et donc ça a amplifié le problème que j'avais initialement. Donc ça, moi finalement, je l'ai utilisé la première fois. J'ai dû laver mon aiguille, etc. Et donc après, je ne l'ai plus réutilisé et donc il n'y avait plus de soucis. Et alors le truc qui était dommage, c'est qu'il vous donne bien les rivets ici là pour pouvoir faire vos finitions derrière et poser vos anses, sauf qu'il vous donne pas l'outil pour poser vos rivets. Et ça, en fait, il faut une sorte de petite enclume en dessous, et puis pour taper après, il faut prendre le marteau. Mais en fait, c'est un outil, je crois, qui vaut 3 ou 4 € sur leur site, mais en fait, il est pas donné là-dedans. Donc en fait, c'est bête. Moi, je pense qu'ils auraient mieux fait, du coup, de mettre un fil qui était moins cher à la place de celui-là. Ça, c'était pas nécessaire. Et de mettre ce petit outil en plus. Ou par exemple, ils nous mettent un petit réglet en inox, là. Bon, là, c'est pareil. Je trouve que c'est pas très nécessaire. Et ils auraient, au contraire, dû mettre cet outil-là. Ou alors, parce qu'ils en ont sur leur site, de mettre, au lieu de ces rivets-là, de mettre des vis Chicago, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elle, ne nécessite rien d'autre de plus qu'un tournevis. Donc, si jamais vous achetez, non pas le kit, mais les pots, vous prenez les pots, vous prenez pas le fil, un emporte-pièce pour pouvoir faire les trous, vous le prenez, mais moi, j'ai une pince. Comme pour les ceintures, là, j'ai une pince pour faire des trous. Donc si vous l'avez, vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Les rivets, vous achetez 8 rivets, c'est par petits sacs T3, mais qui sont cette fois-ci en Chicago. T3 ou même des plus grosses, hein, on s'en fiche. Moi, elles sont un peu plus grosses que celles préconisées. Vous n'achetez pas ça. La fermeture, ils mettent une fermeture à glissière métal. Moi, j'ai fait une fermeture à glissière normale, plastique. Ça fonctionne très bien. Le réglet en inox, vous le prenez pas, on n'en a pas besoin. Et le patron à taille réelle, effectivement, là, c'est bien pratique
parce qu'après on découpe les pièces et après on... Mais ça, vous pouvez le télécharger. Je crois qu'il est téléchargeable. Ou peut-être qu'on peut l'acheter sur le site, mais c'est vraiment que des pièces qui sont très faciles à faire. Mais je pense que c'est un tutoriel qui est gratuit sur leur site. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur ce sac. Donc autant vous dire qu'au départ, ça devait être un cadeau. Un de mes cadeaux de Noël. Et ben qu'en fait, ça va être mon cadeau de Noël. Je me le garde pour moi parce qu'en plus, je suis trop fière de ce premier sac. Donc on verra si je trouve le temps d'en faire un autre. Peut-être pour être dans mes cadeaux de Noël ou pas. Voilà, je vous avais dit, oh là là, 1h30, un peu plus même. Je vous avais dit que je voulais vous parler de tricot. Je vais vous montrer un seul modèle de tricot que j'ai fini. Les deux autres sont pas bloqués, donc ça tombe très bien, ce sera pour une prochaine fois. Et donc là, de toute façon, je suis beaucoup moins... bavarde sur le tricot, d'autant plus que c'est un modèle que j'ai déjà fait. C'est le Trescao de Elong avec Anna, et donc j'ai refait en version gilet. Alors attention les yeux, c'est coloré. Voilà ma petite version que je me suis faite. Alors avec cette laine donc très colorée et sur laquelle je ne vais absolument pas changer de couleur puisque c'est une laine, c'est un fil autorayant qui est en coton principalement. Voilà, donc là je vous redis ça, hein, donc on retrouve les spécificités avec toutes les bordures qui sont faites en mousse, en point mousse en bas, l'arrière qui est un petit peu plus long que le devant. Hein, c'est un gilet qui reste quand même assez court. Le détail des raglans avec des jetés qui donnent ce joli jeté là qu'on voit très bien en fait ici sur ce fil. Voilà, hop. Voilà, j'en suis très contente maintenant qu'il est fini parce que je vais vous parler donc du fil que j'ai utilisé. Donc qui était parfait au niveau... de la préconisation de l'épaisseur. Donc c'est un coton. Attendez. Donc il s'agit en fait de laine autorayante. Donc ça c'est bien pratique parce qu'effectivement on n'a pas du tout à gérer les changements, ils viennent tout seuls. Donc en fait au départ voilà on commence par le haut et puis bah en fait vous voyez que comme c'est un modèle sur lequel on n'a pas de diminution, etc. En fait, enfin, si ça augmente, mais donc elles se font toutes seules de manière évidemment régulière. Donc il y en a certaines qui sont un petit peu plus fines que d'autres, mais vraiment j'adore l'alternance effectivement que ça a donné au niveau de ce modèle. Et puis donc on n'a pas à rentrer des fils par la suite. Alors après la seule chose, c'est qu'il faut, heureusement moi j'avais 4 pelotes, je vous redirai après de quoi il s'agit. Mais donc ça m'a permis de pouvoir recommencer au même endroit sur les deux manches pour avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Alors ces laines, comme beaucoup, en fait je les ai vues passer chez Action, où j'ai dû mettre une fois les pieds, et malheureusement je les ai mis à l'endroit des loisirs créatifs. Enfin malheureusement, pas non plus. Ouais. Et donc j'ai trouvé ce fil qui était intéressant, qui est du coton acrylique. C'est 60% coton quand même, et puis 40% acrylique. Donc c'est pas que de la cochonnerie au départ. Donc on a 150 grammes, c'est une grosse pelote, 150 grammes qui fait à peu près 300 mètres. 300 mètres de fil. Et donc pour finir de vous donner les instructions, qu'est-ce qu'ils disent, 3,5, 4, donc moi j'ai dû faire en 4 ou 4,5, et ils disent que ça donne un échantillon 20 mailles sur 31 mailles. Donc très bien, j'adorais les couleurs, c'est tout à fait celle que j'aime porter, je la voyais très bien, je le vois très bien de toute façon, ce petit gilet avec une petite robe noire, voilà, pour égayer. Donc ça, je ne me fais pas de doute sur le fait que je vais le porter. Y compris sur cette saison-là, ça met une petite touche de pep, cette couleur. Tiens, le soleil revient. Et mais c'est quand même de la cochonnerie. Hein. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça?
Donc j'avais acheté 4. C'est des pelotes à même pas 3 euros. Donc même pas 3 euros. 2,90 € une pelote. Donc 3 x 4, 12. J'ai un gilet pour 12 euros. Hein. Donc celles qui veulent tester, qui savent pas tricoter, qui veulent un modèle pas cher, etc. Enfin, vous pouvez y aller. J'ai eu 2 pelotes où j'ai pas eu de soucis particuliers. Et une pelote, je commence à tricoter une manche. Et alors, cette couleur-là, là, mais alors j'avais les mains, elles étaient bleues schtroumpf. Rien, je pouvais rien faire. J'étais en train de la tricoter, donc j'avais pas tricoté avec des gants. Je ne pouvais pas couper le fil, la mettre dans du vinaigre blanc, etc. Donc je me suis tapé tout ça là, effectivement, bah, avec les mains qui étaient bleues. Donc bon, c'est pas terrible hein, quand on se dit que la teinture elle arrive. Enfin, bon voilà, donc les mains toutes bleues. Et donc je finis ma manche, ok, je passe à la deuxième. Et là, je prends une autre pelote parce que je voulais, comme je vous le disais, arriver à avoir à peu près la même chose. Et là, ça va pas du tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvée... Alors, évidemment, j'ai des différences de bain. Hein. Là, c'était pas la même. Donc là, j'en ai une qui est légèrement plus foncée que l'autre, mais ça me gêne pas. Mais par contre, je me suis retrouvée ici avec une manche que je commence à reprendre. Et alors, j'avais pas... C'était pas... Voilà, il y avait des speckles ici, mais qui n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, je commence, j'enlève. Je détricote toute ma pelote qui me restait. Il me restait encore une autre pelote pour arriver sur une autre pelote, pour arriver sur quelque chose de plus satisfaisant. Je me retrouve avec de nouveau les mains bleues. Je le fais. Je sais plus ce qu'il y a eu. Il n'y a pas des nœuds, mais bref, ça a été la misère pour finir la dernière manche. Au final, donc je suis contente parce que voilà, j'ai quelque chose qui correspond à ce que je voulais et qui était à peu près symétrique, surtout sur les 2 dernières manches. Et là, je me suis dit, bon, bah je vais bloquer parce que je vais avoir une eau qui va être bleue, schtroumpf, comme je disais, hein, c'est obligatoire. Donc je me dis, je vais faire attention. Bon, bah, si c'est le bleu qui dégorge, ça va pas dégorger sur les autres. Bon, je me dis, je vais prendre de l'eau calant, je vais la mettre dans une grande bassine. Et je reste quand même à proximité pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Et alors, je vais vous mettre, j'espère que je l'ai gardé, mais j'ai une photo ici. L'eau, elle n'était pas bleue, elle était violette. Violet foncé. En fait, il y a toutes les... Je pense qu'il n'y avait aucune des couleurs qui étaient fixées convenablement. Donc j'ai fait... si je vous dis que j'ai dû faire au moins 10 lavages différents, à changer mon eau, à remettre, à resserrer un peu mon tricot, à redégorger du violet, enfin, je l'ai fait, mais ça a dû me durer au moins une demi-heure. Et pour finir, bah, j'ai abdiqué. Hein. C'est-à-dire que ma dernière eau était légèrement... comment dire, elle était légèrement encore violette. Alors j'ai essayé le vinaigre blanc, hein, ça n'a pas du tout maintenu, c'est la première chose que j'ai faite, hein, mais ça m'a pas du tout fixé la couleur. Hein. Donc en fait, bon, voilà, j'ai fini par obtenir un jus qui était un petit peu moins foncé. Je vais quand même essayer d'éviter de mettre ce gilet avec quelque chose de blanc, ça tombe bien, je mets pas des t-shirts blancs non plus en dessous, pour pas que ça le teinte. Et bah, j'ai fini par le mettre effectivement à sécher pour qu'il soit bloqué, etc. Et puis bon, ouais, voilà, maintenant je pense que ce sera bon. Faut vraiment que j'évite un accident de lavage, que quelqu'un ne me prenne mon gilet et le mette avec autre chose. A priori, il n'y a que moi qui fais mes lessives, donc ça risque pas d'arriver. Mais enfin, j'ai un petit gilet qui est fini, qui est bloqué, qui est séché et qui est bien. Mais ça a quand même été une sacrée galère. Voilà, au lavage du tricot. Donc je voulais vous le dire si jamais vous avez acheté vous-même des pelotes de chez Action. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, donc sinon, voilà, je vous mets des petites photos ici avec la tenue que j'aurais choisie pour vous le montrer. Et maintenant qu'on en est là, c'est là-dessus que je vais finir donc ce podcast. En espérant qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être inspiré sur certains modèles que vous aurez eu envie de tricoter ou de coudre également de votre côté. Je vous souhaite de bonnes semaines à venir. N'hésitez pas, comme toujours, à me mettre les petits pouces bleus,
à me faire connaître ma vidéo si vous en avez envie, partager sur Instagram, etc., etc. Me mettre évidemment des messages. J'essaie de répondre à chaque fois assez rapidement. Moi je le fais assez vite. Dès que vous mettez votre message, ça m'évite de voir les messages qui s'accumulent et le découragement se faire devant tous les messages auxquels je devrais répondre. Voilà, mais j'adore vous lire. Et donc, bah écoutez, moi je vous dis à une prochaine fois, sûrement avant Noël, hein, j'espère quand même vous voir avant Noël, et pour vous montrer mes nouvelles cousettes. En tout cas, j'ai plein d'idées de projets, voilà. Donc, je vous dis encore une fois à bientôt, merci, ciao, ciao.